Donc, au nom d'Allah, que la paix soit sur vous, on va commencer la suite de des séries de cours à distance organisées par la direction provinciale de Bouche-d'Or, l'Académie régionale Ayoun Saqiya Al-Hamra. Donc, toujours la matière de sciences de la vie et de la terre, et cette fois avec le dernier chapitre de l'unité concernant le géodynamique externe, c'est-à-dire le phénomène qui se déroule au niveau de la surface de la Terre. Donc le chapitre il est intitulé Les ressources en eau. Donc c'est le dernier chapitre, je rappelle. Et avant d'entamer ce chapitre, il fallait faire des petits rappels pour commencer cette leçon. Donc la première image, comme vous le voyez, donc ça constitue ce qu'on appelle de ce qu'on a vu au premier semestre, c'est-à-dire tout ce qui va avec les êtres vivants, surtout les plantes. Et vous verrez très clairement qu'avec l'eau, c'est-à-dire lorsque l'eau est présente, donc la plante, il croît d'une façon naturelle, normale. Par contre, si cette plante elle est privée d'eau, c'est-à-dire l'absence de l'eau, donc vous verrez très clairement que la plante il flétrit, c'est-à-dire il perd bien sûr de l'eau et par la suite il va mourir. Donc l'idée principale de cette expérience, c'est que l'eau est essentielle, elle est nécessaire pour la croissance des plantes. Donc c'est essentiel aussi pour les autres êtres vivants. Deuxième image, donc ça constitue ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc vous avez étudié certainement pendant le cycle de l'eau, c'est-à-dire la condensation, précipitation, les eaux de ruissellement, évaporation et ainsi de suite. Donc la troisième image, donc c'est un paysage qui est un peu fâcheux. Pourquoi? Parce qu'il y a des ordures qui sont éparpillées sur ce lac-là, ou bien un cours d'eau dont les eaux sont très calmes. Donc vous verrez très clairement la nature, elle est très belle vers le haut, mais le cours d'eau, bien sûr, à cause de l'intervention humaine sur la nature, donc vous verrez très clairement les ordures qui sont éparpillées sur le cours d'eau. Donc la quatrième image et la dernière, donc c'est l'hygiène des mains. Donc l'hygiène, c'est quelque chose qui est très important dans la vie humaine, surtout les mains. Pourquoi? Parce que les mains sont très... donc ils peuvent bien sûr avoir des choses qui sont néfastes, surtout de nos jours, avec le coronavirus. Donc il fallait toujours, je vous conseille de toujours faire de l'hygiène, surtout les mains. Il faut les laver d'une façon intense. Pourquoi? Pour empêcher ou bien éviter la contamination avec ce certain virus. Donc la situation de départ, donc l'eau recouvre près de 71% de la surface de notre planète bleue sous trois états, c'est-à-dire l'état solide, l'état liquide et gaz, sous forme des glaciers, des océans, les rivières, les lacs, etc. Mais certains facteurs influencent la qualité et la quantité de l'eau récemment dans l'avenir. Donc les questions à résoudre, donc à partir de cet annoncé, à partir de ces images-là, donc quelles sont les ressources en eau? Donc on doit bien sûr savoir quelles sont les ressources en eau. Deuxième question, quels sont les dangers qui menacent ces ressources? Donc on va bien sûr citer plusieurs dangers qui menacent bien sûr les ressources en eau. Et enfin, la dernière question, comment se fait le traitement de l'eau? C'est-à-dire pour remédier à ce problème des dangers qui menacent l'eau, les ressources en eau, comment s'en sortir de ce problème-là? Donc la première séquence, c'est l'eau dans la nature. On va voir bien sûr l'eau dans la nature, donc il est sous forme de quoi? Donc on va commencer par les différentes formes de l'eau.
Donc la première image, c'est une image d'une montagne, bien sûr, qui est enneigée, c'est-à-dire remplie de la neige, et pourvue d'un stock, c'est-à-dire source d'eau douce, c'est-à-dire la neige là. Donc ce n'est qu'une source d'eau douce. Lorsque, bien sûr, arrive le printemps, bien l'été, donc ces eaux-là, bien sûr, qui sont stockées sous forme de neige, vont fondre certainement et vont circuler à la surface de la Terre. Donc c'est en quelque sorte c'est une source d'eau douce. La deuxième image, c'est un iceberg. Iceberg, c'est un mot anglais. Donc ice veut dire glace et berg veut dire montagne, c'est-à-dire les montagnes de neige. Donc ça existe bien sûr dans les niveaux qui sont très proches du pôle du Nord et du pôle du Sud. On voit très clairement les icebergs qui sont des masses qui sont très volumineux et par la suite ils sont éparpillés à partir des glaciers. La troisième image, donc la construction du barrage pour but de stocker de l'eau douce. Donc ça c'est une barrage. Cette barrage-là, bien sûr, il renferme des milliers de tonnes d'eau douce, bien sûr, c'est un stock. Et les barrages, bien sûr, ils ont d'autres buts, c'est-à-dire, par exemple, la production d'électricité, l'irrigation des terrains qui sont agricoles et autres, bien sûr. Donc, les barrages, bien sûr, sont construits par l'homme pour stocker de l'eau, surtout pour les grandes villes, pour assurer, bien sûr, de l'eau potable à partir de ces barrages-là. Donc, on va citer, bien sûr, le pourcentage des grands réservoirs de l'eau. Et on voit très clairement que les mers et les océans, ils occupent la partie écrasante de l'eau, donc de l'ordre de 97,2%. Donc, c'est un pourcentage qui est très important. Donc, il occupe la majeure partie, bien sûr, des eaux. Concernant la glace polaire et les glaciers, donc il occupe 2,15%, c'est-à-dire une quantité qui est très inférieure par rapport aux océans et aux mers. Concernant les eaux souterraines, c'est-à-dire les eaux qui sont piégées au niveau de la croûte terrestre, donc elles constituent 0,63%. Donc c'est une quantité aussi plus inférieure que la glace polaire et les glaciers et aussi plus petite par rapport à la quantité des mers et des océans. Concernant les lacs et les rivières, ils ne constituent que 0,01%, c'est-à-dire une quantité qui est très faible. Concernant l'atmosphère et la vapeur d'eau, bien sûr avec l'humidité, si vous le permettez, donc elle est de l'ordre de 0,001%, c'est-à-dire une quantité qui est très minime par rapport aux lacs et rivières, et par rapport aux eaux souterraines, et par rapport aux glaces et glaciers, et par rapport aussi des mers et des océans. Donc on constate que les mers et les océans, ce sont des eaux qui sont salées. Donc ça c'est évident. Donc il occupe les eaux salées, il occupe une partie qui est très importante par rapport aux eaux douces, c'est-à-dire la glace polaire et les glaciers, les eaux souterraines, lacs et rivières. Donc ce sont des eaux qui sont douces. Donc ça constitue généralement les 5 grands réservoirs d'eau. Donc ce sont des réservoirs. Donc les lacs et les des réservoirs, les glaces, les eaux souterraines, les lacs et l'humidité en général. Donc c'est un réservoir de l'eau. Donc on passe à le cycle de l'eau. On va voir qu'est-ce qu'un cycle de l'eau et il est constitué comment. Donc le cycle de l'eau, donc le mot cycle veut dire quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire qu'on commence par un point précis et on revient à ce point-là. Par exemple, si je commence par les précipitations, donc je peux revenir aux précipitations de nouveau. C'est la raison pour laquelle on appelle le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau, il est constitué de quoi? Donc on a des océans, des fleuves, des lacs et autres. Ils subissent ce qu'on appelle l'évaporation. L'évaporation, c'est-à-dire la transformation de l'eau de l'état liquide vers l'état gazeux.
Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc, ça concerne les êtres vivants. Donc, ils rejettent ce qu'on appelle de l'eau sous forme de vapeur. Donc, c'est la transpiration. Donc, quand vous avez étudié la respiration chez les plantes, donc vous avez certainement étudié ce qu'on appelle les stomates. Et les stomates, ils permettent aussi la sortie de l'eau, et c'est ce qu'on appelle la transpiration. Donc, la transpiration des êtres vivants et l'évaporation entraînent généralement, ou bien donnent naissance à ce qu'on appelle la vapeur de l'eau. La vapeur d'eau, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se condense au niveau de l'atmosphère pour former ce qu'on appelle des nuages. Les nuages vont donner par la suite des précipitations dans des régions qui sont moins élevées, et pour les régions qui sont soit qui s'approchent du pôle du nord ou bien du pôle du sud, ou bien dans les régions donc il tombe sous forme de neige. Donc ça constitue de neige, et ce sont de l'eau à l'état solide. Donc ces eaux-là, lorsque la précipitation tombe dans des régions précises, donc il y a deux chemins. Le premier chemin, donc ça constitue ce qu'on appelle les ruissellements, c'est-à-dire l'eau qui circule sur la surface de la Terre, pour gagner bien sûr les lacs, les fleuves et finalement les océans. Il y a aussi une partie de l'eau qui s'infiltre, c'est-à-dire il traverse des terrains qui sont perméables, c'est-à-dire qui permettent le transfert de l'eau de la surface vers la croûte terrestre. Donc ça constitue ce qu'on appelle les nappes souterraines ou bien les nappes phréatiques. Donc ils constituent un écoulement. Ils peuvent bien sûr drainer des lacs ou bien des fleuves, et ils peuvent aussi être en contact avec l'océan. Donc les glaces ou bien la neige, la glace ou bien la neige, ils subissent ce qu'on appelle la fonte, donc ils se transforment en liquide, et ça bien sûr suit le même chemin. Donc finalement, lorsque l'eau arrive au niveau des lacs, au niveau des fleuves et au niveau des océans, ils subissent de nouveau l'évaporation, et ça constitue ce qu'on appelle un cycle de l'eau. Donc sous l'effet de la chaleur, l'eau passe de l'état liquide gazeux, c'est l'évaporation. Donc ça c'est évident, vous l'avez certainement étudié la matière physique. Donc le corps des êtres vivants, c'est-à-dire les végétaux et les animaux, donc ils dégagent de l'eau, c'est la transpiration. Donc quand vous avez étudié les végétaux surtout, donc vous avez certainement étudié la transpiration, et ça dégage bien sûr de l'eau à partir des stomates. Le phénomène durant lequel la vapeur d'eau se transforme en liquide en vue de former des nuages, c'est la condensation. Donc la condensation se fait lorsqu'il y a bien sûr le passage de la vapeur vers des gouttelettes d'eau qui constituent ce qu'on appelle les nuages. Et dans certaines conditions vont donner naissance à des précipitations ou bien de la neige ou de la glace. Finalement, l'écoulement des précipitations sur le sol constitue le ruissellement. Donc le ruissellement, ça concerne les eaux qui sont au niveau de la surface. Par contre, les eaux qui s'infiltrent, donc ça constitue bien sûr les nappes phréatiques ou bien les nappes souterraines. Donc un schéma. Donc voilà un schéma bien sûr qui résume le cycle de l'eau. Donc on initie toujours par la condensation. Il y a précipitation et la neige. Il donne naissance à des eaux de ruissellement. Il regagne les océans et les mers, ou bien des lacs, des fleuves, etc. L'eau sous l'effet de la chaleur, c'est-à-dire du soleil, donc il y a le phénomène d'évaporation, c'est-à-dire la transformation de l'état liquide vers l'état gazeux. Les êtres vivants aussi peuvent bien sûr donner naissance à ce qu'on appelle la transpiration, et ça constitue finalement de la vapeur de l'eau. La vapeur de l'eau, il se transforme en nuage, et par la condensation, et le cycle va ici bien sûr commencer de nouveau. Donc ça constitue généralement un cycle.